Donc, j'espère que l'intervention de M. Rouzel suscitera quelques questions. C'est le seul intervenant de l'après-midi parce que bon, c'est vendredi, vous avez quand même relativement bien travaillé sur les ateliers ce matin. Et donc, je pense que l'idée, c'est de faire une clôture de ces journées aux environs de 16 heures pour pouvoir ensuite vous libérer. Voilà. Donc, bon après-midi d'écoute et de réaction aux propos de M. Rouzel, qui va se présenter. J'ai déjà un petit peu présenté hier matin, et je rappelle que ces livres sont en vente ici tout l'après-midi encore. Merci. Juste un... Est-ce qu'on m'entend là comme ça? Non? Ouais, je me rends pas compte, il n'y a pas de retour. Est-ce que le collègue technicien pourrait... je sais pas, baisser les... Il y a 3 loupiates là qui me font mal aux yeux. Il n'y en a plus qu'une. C'est mieux? Vous allez pouvoir vous plier tranquillement. Bien. Écoutez, malgré la grippe qui m'a sérieusement agrippé, c'est le cas de dire, je vais essayer quand même de vous apporter un minimum minimum de choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été échangées, mais peut-être je voulais faire part de mes réflexions. D'abord des remerciements aux collègues de l'IRTS qui se sont mobilisés. Vous avez vu qu'il y a dans les ateliers, il y avait des gens qui animaient tout ça. Bon, ça c'est du boulot. Un remerciement particulier à Brigitte Longueville qui m'a décidé à venir. J'étais pas chaud pour venir. Hein. Et m'a convaincu par la beauté des paysages. Ça c'est un truc. C'est l'argument qui a porté. Voilà. Donc, je me suis déplacé, mais je n'avais pas prévu que j'aurais la grippe. Voilà, c'est vrai que c'est une belle région que je ne connais pas, donc ça m'a donné envie de venir. Et puis, je démarrerai par un hommage. Je pense que ça peut nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Un hommage que j'adresse à une grande dame qui s'appelle Rafa Nached. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Rafa, il y a juste un an, elle est psychanalyste et dans une région assez particulière, puisqu'elle est psychanalyste à Damas. Et elle a créé l'école de psychanalyse de Damas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conditions, d'ailleurs, pour créer une école pareille. Et il y a juste un an, elle partait à Paris pour rejoindre sa fille qui était en train d'accoucher, qui était sur le point d'accoucher. Et elle s'est fait alpaguer dans l'aéroport par l'armée et on l'a mis en prison sans lui dire d'ailleurs le motif, et vraisemblablement parce que vous savez que la Syrie est à feu et à sang depuis quand même maintenant presque 3 ans, et devant le désarroi de ses contemporains, de ses compatriotes, Rafa, comme psychanalyste, s'est dit un truc tout simple, on va faire des groupes, on va essayer de se parler, parce que si on ne parle pas, je veux dire, on va en crever, quoi. Simplement, oui. Alors, il faut croire que la parole est extrêmement révolutionnaire, puisque c'est à ce titre-là qu'on l'a enfermée en prison. Et Rafa, lorsqu'elle est arrivée en prison, ne s'est pas mise à se plaindre, elle n'a pas fait un code de bienveillance ou je ne sais quoi. Elle a fait ce qu'elle savait faire. Des groupes de parole avec les mères qui étaient là enfermées, avec leurs enfants. Et elle a demandé au maton d'apporter des crayons de couleur pour que les enfants puissent dire à leur façon, puissent mettre comme ça des formes sur ce qui leur arrivait. Alors je trouve que cet exemple est peut-être quelque chose qui pourrait nous permettre de réfléchir sur, non pas la bienveillance, c'est un mot que je vais essayer de démonter, que je déteste, mais sur les conditions humaines dans lesquelles, même dans des situations extrêmes, eh bien, l'humain continue à inventer des choses pour supporter l'insupportable. Voilà, alors Rafa a été une levée de bouclier, non seulement des cercles analytiques du monde entier, mais beaucoup de gens ont pris position, et je pense que c'est sous la pression qu'elle a été libérée, mal en point d'ailleurs parce qu'elle est malade du cœur, et elle encourt, elle est toujours sous le coup d'une condamnation, elle encourt 7 ans de prison quand même. Ça devra nous mettre la puce à l'oreille un petit peu. Nous, on ne se rend pas compte
non seulement de la chance, mais de... Non, on ne peut pas appeler ça de la chance, mais... je sais pas, de la qualité qu'il y a lorsque on a le droit de parler, on ne se rend pas compte de ça. Ici, vous pouvez dire un peu, pas n'importe quoi, mais pas mal de choses. Hein. Regardez comme il y a des endroits dans le monde où on peut même plus se parler. Bon, c'est à la fois mon introduction et ça sera ma conclusion. Parce que je pense que le terme de bientraitance est quelque chose, je vais le dire brutalement, à foutre à la poubelle, parce que ça vient recouvrir finalement ce qu'est la question même des êtres humains, c'est-à-dire que l'être humain est un être violent par excellence, et que le traitement de la violence, la maltraitance, on disait à un moment, est plus intéressant et plus réaliste à prendre en compte que de se créer des espèces de catalogues de bientraitance avec des centaines d'items. Hein, je disais à Brigitte tout à l'heure que la dernière en date qui date de 2011, début d'année, c'est le catalogue des bientraitances pour les personnes âgées. Alors vous en avez 20 pages. Moi j'imagine les AMP, vous voyez, ou les aides-soignantes dans un établissement qui vont passer je ne sais combien de temps à cocher des items comme ça. Et quand vous le lisez, ça fait très très mal au cœur. Il faut lire des textes comme ça, ne serait-ce que pour les critiquer, hein. Pas critiquer de façon abstraite. Eh bien, dans ces textes-là, vous n'avez rien sur la relation humaine. Ben, vous voyez, ce que Rafa m'a appris, c'est que lorsqu'on est devant le malheur, lorsqu'on est devant quelque chose de l'injustice, devant l'insupportable, finalement, il n'y a plus que la relation qui permet de nous soutenir. Alors, si on loupe des choses aussi essentielles dans des catalogues de bientraitance, c'est un peu le catalogue de la Redoute, un peu redoutable, vous voyez, c'est un peu le catalogue des 3 Suisses. Je pense que si on loupe quelque chose d'aussi essentiel, ben, c'est terrible, on n'a qu'à foutre tout ça à la poubelle. Moi, je démarre fort, hein. Mais je ne vais pas me contenter de le critiquer comme ça, je vais essayer de démonter ce concept-là. J'ai fait un rêve, comme... c'est historique ça. I have a dream. I have a dream. Comme Martin Luther King. J'ai rêvé cette nuit que une bonne partie des travailleurs sociaux, grâce aux travaux que j'ai faits sur le rapprochement entre travail social et psychanalyse, eh bien une bonne partie des travailleurs sociaux avaient été analysés. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ici. Bon, visiblement, ce n'était qu'un rêve. Mais, quand même, parce que c'est par ce fil-là que je vais essayer de tenir ce que je veux vous apporter, c'est que la psychanalyse, outre le travail personnel que ça permet à chacun, c'est-à-dire d'aller chercher dans son histoire ce qui s'est construit, ce qui s'est déconstruit, et tout ce que vous voulez finalement. Bon, ça c'est quelque chose dont je ne parlerai pas, mais outre cela, il me semble que la psychanalyse nous apporte une certaine lucidité. Je pense qu'une des retombées qu'on peut voir, c'est d'apprendre à dégonfler les baudruches illusoires qui nous servent à quoi? Qui nous servent peut-être à supporter la vie telle qu'elle est, mais je pense qu'il y a un moment, pour supporter la vie, il faut aussi aller voir comment elle est faite. C'est-à-dire comment on est fait chacun. Quelque chose d'assez complexe quand même. Voilà, et dans la foulée, ça m'a fait penser à une histoire qui se passe le 21 août 1911. Oui, une centaine d'années. Ce 21 août, on s'en est aperçu le 22, le lendemain. Au Louvre, on découvre le lendemain que la Joconde avait disparu. On a accusé assez rapidement, et on l'a collé quelques jours en prison, d'ailleurs, Guillaume Apollinaire. Picasso aussi a été accusé. Et ce qui m'a intéressé, c'est une histoire très très troublante, c'est qu'il y a des peintres, et notamment italiens, qui sont venus au Louvre pour voir ce qu'il y avait derrière la Joconde. Ils sont venus voir l'espace vacant, évidemment qu'on ne peut jamais voir, puisque le tableau recouvre cet espace. Voilà. Il me semble que ça faisait une bonne introduction pour nous dire finalement, sous ce concept de bientraitance, qui a l'air pour certains d'aller de soi, alors que ça ne va vraiment pas de soi, est-ce qu'on peut enlever un petit peu le tableau et regarder qu'est-ce qui se profile dessous?
Je pense à un mythe qui est un mythe de création qu'on doit à quelqu'un qui vivait il y a 2800 ans, oui, ça ne rajeunit pas, qui s'appelle Hésiode. Et Hésiode, c'est un poète qui va ramasser finalement des éléments épars du légendaire grec, des bouts de mythologie à droite à gauche, et qui va construire ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant de l'ordre de la mythologie grecque, mais elle n'est pas arrivée d'un seul coup, d'un seul bloc. Et alors qu'est-ce que raconte Hésiode dans sa cosmogonie? Il dit qu'à l'origine il y avait chaos. On a traduit par chaos, mais je pense que le terme n'est pas juste. Chaos, c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas de l'ordre du langage, c'est quelque chose qui est avant qu'il y ait quoi que ce soit. Mais c'est très difficile de se le représenter. On pourrait dire c'est quelque chose de l'ordre de l'innommable. On ne sait pas comment nommer quelque chose qui n'est pas. Voilà. Vous voyez que c'est très différent du chaos en tant que tel. Pour qu'il y ait du chaos, il faut déjà qu'il y ait eu de l'ordre, la déconstruction de l'ordre, etc. Là, on est dans quelque chose de très différent. Alors, Chaos crée une première femme qui s'appelle Gaïa, et Gaïa deviendra un peu plus tard la Terre. Mais une seule forme dans l'univers, ça ne produit pas grand-chose, c'est quelque chose de statique. Il en faut au moins deux pour qu'il y ait de l'animation. Et il crée une deuxième entité qu'il appelle Ouranos. Et Ouranos dit le texte, est agité, c'est une agité sexuelle de première, puisqu'il est animé en permanence par ce petit dieu célébré par les Grecs qui s'appelle Eros, et ce qui fait qu'il copule en permanence la Gaïa, le corps de Gaïa, mais dans une proximité, dans un corps à corps tel qu'aucun rejeton ne peut venir au monde. Hein, il est comme ça dans une espèce d'écrasement par rapport à Gaïa. Gaïa, un jour, dit à un de ses rejetons, qui est là, mais qui ne peut pas venir au monde, qui s'appelle Cronos, lui dit je te donne une serpe, et lorsqu'Ouranos me pénétrera, tu lui coupes les couilles. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Cronos va couper, va trancher le membre d'Ouranos, qui, dans un cri déchirant, ira se loger là où vous pouvez le voir encore tous les jours, c'est devenu la voûte céleste. Et c'est dans cette séparation entre la terre et le ciel que, enfin, des enfants, des êtres, des formes vont pouvoir naître. Les gouttes de sang du membre tranché d'Ouranos vont tomber sur la terre et donner naissance à des titans, et puis le membre lui-même va tomber dans le premier océan, ce que les Grecs appelaient Pontos, et produire une écume. Et dans cette écume va naître la déesse Aphrodite. Voilà, je m'arrêterai là pour le mythe. Mais qu'est-ce que nous apprend ce mythe si on le lit, vous voyez, à l'envers? Eh bien, ce que nous apprend le mythe, c'est que Aphrodite, déesse de l'harmonie, déesse de la beauté, déesse de la bientraitance, eh bien, elle n'est que le camouflage, elle n'est que le paravent, finalement, de ce que le psychanalyste appelle la castration. Autrement dit, hein, il faut aller voir derrière le paravent qu'est-ce qui se loge. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire sur le concept de bientraitance. Alors, je pense que sur tous les mots qu'on utilise dans le travail social, on ferait pas mal de temps en temps de faire ce travail de déconstruction. Hein, on est envahi aujourd'hui par des mots. Vous savez que les actions, les dispositifs dont on parlait ce matin, etc., sont construits avec des mots. Donc c'est indispensable d'aller creuser à l'intérieur des mots pour voir ce qu'ils nous racontent. Alors qu'est-ce que ça cache, cette construction aphrodisiaque, vous voyez? Aphrodisiaque, c'est bien l'Aphrodite. Hein, cette construction aphrodisiaque, qui est la bienséance, eh bien ça cache le fait que l'être humain est un être, je pense que vous le savez, mal foutu. Mal foutu. Même la construction même de l'être humain, c'est une construction à partir de l'incomplétude. C'est-à-dire que c'est un animal assez particulier, puisque c'est un animal qui a été extrait de la nature et qui, pour vivre, est obligé de se fabriquer une seconde nature. Et cette seconde nature, eh bien, elle implique le fait que l'être humain naisse inachevé. L'être humain n'est pas fini. Voilà. Un grand scoop à 3 h de l'après-midi ou de 2h30. L'être humain n'est pas fini.
C'est le mode de fabrication des êtres humains. On peut comprendre que la première violence qui est faite à l'être humain, qui nous a été faite à chacun d'entre nous, c'est cette violence-là. C'est une violence nécessaire à l'avènement de l'humain. Hein. Je ne vais pas reprendre ce qu'on sait sur la petite enfance, je pense que vous en savez autant que moi, mais on voit pourquoi il y a une telle difficulté à élever les enfants, c'est qu'il ne suffit pas de leur donner à bouffer et puis qu'ils soient soignés, etc. C'est le principe même de l'éducation, même dans ses prémices, c'est de faire rentrer un petit homme dans cette incomplétude. Hein, si vous réfléchissez un petit peu, hein, on voit comment, finalement, l'être humain est confronté très rapidement, d'emblée, dès la naissance, est confronté à ce que Freud appelait Hilflosigkeit. C'est un truc qui est passé un petit peu à l'as, parce que, bon, peut-être qu'il y en a qui connaissent les textes de Freud, mais c'est passé à l'as parce qu'on a donné une bonne quinzaine de traductions de ce terme-là, alors que dans le texte de Freud, il revient sans arrêt. Donc je pense que c'est un concept fondamental, et Hilflosigkeit, ça veut dire le désarroi. On a même inventé un mot qui n'existait pas dans la langue française, je crois que c'est Laplanche qui a inventé ça, le terme de désaide. Voilà, je prends cette question-là parce qu'à mon avis, ça fait que l'être humain, né finalement de cette incomplétude, eh bien, va passer sa vie à s'inventer des choses qui marchent bien. Pour comprendre d'ailleurs. S'inventer des modes d'harmonie, voilà. Voilà pourquoi je prends la question de la bientraitance de ce côté-là. Et c'est un mot qui est apparu il n'y a pas très longtemps, je pense que vous savez, dans les années 90 à peu près, et je voulais vous montrer un petit peu comment il a été monté. C'est donc on pourrait dire comme ça, c'est un processus de camouflage que Freud appelle die Verneinung, c'est-à-dire la dénégation. C'est une construction particulière dans laquelle ce texte a été très mal traduit, puisqu'on l'a traduit par le terme de négation. C'est pas du tout pareil. La dénégation, c'est une fusée à deux étages, vous voyez. D'abord, on affirme quelque chose, et ensuite, on nie ce qu'on a affirmé. Freud, dans ce texte de 1925, prend l'exemple d'une patiente qui lui raconte qu'en rêve, elle a vu des personnages féminins et que ces personnages féminins sont plus ou moins agglutinés autour d'un seul. Et elle dit à Freud, vous savez, il ne s'agit absolument pas de ma mère. Et Freud dit, ben mon Dieu, c'est bien sûr. C'est-à-dire que pour construire cette phrase-là, c'est une construction logique en linguistique, il faut d'abord affirmer c'est ma mère, le penser, et ensuite, oui, dans un retournement, affirmer, mais il ne s'agit pas de ma mère. Alors, Freud a beau jeu de dire, ben voilà, c'est de sa mère dont il parle. Alors si on prend le concept de bientraitance par ce biais-là, eh bien, on arrive à quoi? On arrive à une petite phrase qu'on pourra construire comme ça. Je sais bien que je suis maltraitant, on l'est tous, mais je n'ai nulle envie de laisser advenir cette idée, donc je dois être bien traitant. Vous voyez la logique? Bon, telle que je la conçois, après on peut discuter. Bon, c'est de la romance, de la dénégation. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on a toute une série de mots qui terminent par ans. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein, mais il y a quand même un truc, c'est que récemment, alors dans la pub, c'est beaucoup utilisé. Hein, alors vous avez bientraitance, gouvernance. Aujourd'hui, vous savez, on n'a plus de gouvernement, hein, il n'y a plus que la gouvernance. On devrait un petit peu réfléchir à ces termes-là, quoi. Comme s'il n'y avait plus de responsable politique pour assumer des actes. Mais c'est une machine, gouvernance, il n'y a personne dedans. C'est une machine industrielle. Voilà, vous avez tout un stock comme ça. Gouvernance, conductance, covariance, dominance, mouvance, observance, portance, traitance, et sans compter l'inénarrable résilience. Hein, puis j'en ai entendu un l'autre jour à la radio, c'était il y a 2 jours, repentance. Il est pas mal celui-là aussi. Hein. Il n'y a pas de repentir, c'est de la repentance. Voilà, je me dis, tout ce vocabulaire là, quand même très particulier, ça
ça a une fonction, ça sert à quelque chose. Si je retrouve mes notes, bon, ça fait partie, vous voyez, de ce que George Orwell appelait la novlangue. Il y a cette espèce de langue qui est en train d'envahir petit à petit non seulement le champ du travail social, mais tout le champ des rapports humains, une langue très très étrange. Dans 1984, Orwell nous dit que c'est un type de langue dans lequel on fait sauter les émotions, le rapport au sensible, et on fait sauter tout rapport d'ambiguïté. Parce que vous savez, tous les mots qu'on utilise, c'est pour ça qu'on n'est jamais d'accord, qu'on discute et qu'on s'engueule, un mot n'a jamais un seul sens. Il en a 2, 3, 4, 10. Hein. Donc je dis Pierre, par exemple, alors il y en a un qui pense à son copain Pierrot, et puis l'autre d'à côté, il dit non, je ne te parle pas de mon copain Pierrot, je te parle d'un caillou, ça s'appelle une pierre, etc. Vous voyez, c'est ça le fond du langage humain. Et là, voilà, il y a cette idée, une vieille idée, quoi, comme ça, de construire un type de vocabulaire épuré de toute dimension d'équivoque, épuré des émotions, etc., et mis au service d'un ordre totalitaire. Alors, moi je pense qu'on a tout intérêt à étudier de très près le vocabulaire qu'on utilise, parce qu'il est en train de nous raconter que cet ordre totalitaire, d'une façon soft, est en train de petit à petit nous envahir. Je m'appuie pour penser ça sur le travail d'un Allemand qui s'appelle Klemperer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le travail de Klemperer. Victor Klemperer. C'est un auteur extrêmement gonflé d'ailleurs, puisque dans les années 1933-1936, il s'est mis à étudier le vocabulaire qu'utilisaient les nazis, et avec cette idée, comment font-ils passer des choses aussi terrifiantes sous ce vocabulaire. Je pense que c'est un exemple tout à fait historique. On pourrait faire le même travail, je ne crois pas que ça a été fait, sur le vocabulaire qui est en train d'irradier actuellement dans le champ du travail social, bien traitant, étant un de ces mots de la novlangue. Alors qu'est-ce qu'il raconte, Klemperer? Il raconte que toute langue véhicule une culture, c'est-à-dire des réalités, c'est-à-dire des représentations spécifiques de l'univers. Il étudie, Klemperer, la façon dont les nazis triturèrent, trafiquèrent, tordirent la langue pour y faire passer des réalités meurtrières. Des modifications dans les manières de parler sont souvent révélatrices de modifications dans les façons de penser. Dans les discours qui constituent notre environnement, des novlangues se font jour, et certaines novlangues qui gagnent du terrain fonctionnent comme un cheval de Troie qui vient coloniser nos esprits. Appliquant ses recherches de linguiste à la langue du Troisième Reich, Victor Klemperer a démontré avec brio combien l'imprégnation idéologique, envahissant la langue allemande, diffusait à bas bruit une Weltanschauung, c'est-à-dire une représentation du monde spécifique du nazisme. Il s'agit bien, je viens à ce que supporte pour moi le terme de bien traitant, il s'agit bien, dans notre société néolibérale, caractérisée par la marchandisation généralisée, de produire une sémantique commune pour garantir une adéquation des objectifs et des moyens. Un langage qui ne serait plus habité par l'énigme vivante de l'être parlant, mais qui se présenterait comme une pure mécanique, où le mot et la chose se confondent. Voilà un peu sur quel fond j'essaye de penser cette question de la bien-traitance. Parmi d'autres mots, vous en avez d'autres que vous connaissez. Démarche qualité, on pourrait démonter ce terme-là. Je pense que c'est la même fonction. Le management, etc. La construction de cette notion, je vais essayer d'éclairer même rapidement, vous voyez, la construction de cette notion dans le contexte qui est le nôtre, elle s'est faite dans un contexte de questionnement des institutions sociales, médicales et médico-sociales. On devrait dire d'abord médical, parce que c'est d'abord le champ médical qui a été infiltré par ce vocabulaire. Et on a vu l'introduction dans ces secteurs de caractères issus du secteur privé, comme la démarche qualité, la certification, l'évaluation de toute nature, la mise en place de contrats d'objectifs, de moyens, de nouvelles organisations à visée économique
les termes de rentabilité et de rationalisation ont petit à petit envahi le champ, de réalité managériale. Allez faire un tour dans les boîtes, vous verrez un petit peu ce que ça donne, le nouveau management. Il n'y a pas qu'à France Télécom. Hein. De réalité idéologique, on passe d'une relation à un sujet à celle d'un usager, c'est pas rien. Hein, Monsieur Muller évoquait ce matin le flottement qu'il peut y avoir entre usager ER, usager avec accent aigu, mais je pense qu'au-delà, le terme d'usager devrait un petit peu nous questionner. Et je dirais aussi des dérives dans les fondements théoriques, puisqu'on transforme l'acte éducatif, l'acte social, l'acte médical, l'acte thérapeutique en prestation de service. Quand même pas rien, ce passage, ce glissement d'un acte technique, d'un acte professionnel, à une prestation de service qui obéit finalement aux lois du marché, si vous réfléchissez. C'est ça la prestation de service. On peut penser, on peut faire l'hypothèse, je suis un peu brutal, mais après tout, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vous livre comme ça. On peut faire l'hypothèse que plus la déshumanisation est à l'œuvre dans nos champs d'intervention professionnelle, et plus se développe la notion de bientraitance au travers de la création de codes multiples décrivant les bonnes pratiques, les bonnes conduites, les bons actes, les bonnes procédures, les bons critères que nous devons suivre ou utiliser. Et là, je fais un rapport entre les deux. Tous ces codes, évidemment, se rattachent à un fond législatif qu'on trouve dans les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les chartes de je ne sais qui et je ne sais quoi, les conventions de l'ONU et autres préconisations diverses et avariées. Ouais. Cet avènement au zénith de la modernité, du concept mou de bientraitance, s'avère en fait une ressucée d'une vieille histoire qu'on trouve chez Aristote, qu'il appelait le souverain bien. Je crois qu'on devrait se questionner à chaque fois que le mot bien vient dans notre bouche. Qu'est-ce que c'est que ce bien qu'on veut aux autres? Alors, le souverain bien chez Aristote, c'est un truc un peu particulier, puisque les Grecs ont cette idée que le souverain bien, ça consiste à ce que chaque citoyen soit vertueux, obéisse à l'arrêté. L'arrêté, c'est la vertu, et ce qui fait des citoyens des Aristos en grec, hein, le meilleur non pas par le fric comme aujourd'hui parce qu'on en accumule et on écrase les autres, mais le meilleur parce qu'on obéit aux lois. C'est ça un peu le... Et il y a cette idée un peu curieuse, c'est que plus il y a de citoyens qui sont vertueux, qui obéissent aux lois, et plus on s'achemine de façon collective vers le souverain bien. Vous voyez, c'est une espèce de montage un peu particulier. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelque chose d'un peu semblable. Qu'est-ce que c'est que ce bien qu'on veut aux autres? Il y a un type qui s'appelle Emmanuel Kant, et je crois que le philosophe qui est intervenu hier a parlé de Kant, qu'on ferait bien de relire à mon avis. Il a cette phrase que je vous livre telle qu'elle: vouloir le bien des autres, c'est la pire des tyrannies. On devrait réfléchir un petit peu à cette question-là. Et il me semble que dans la bientraitance, il y a quelque chose d'une tyrannie, certes, douce, soft, mais qui conduit toujours au pire. Je me suis intéressé à la genèse de ce terme-là, un peu comment il s'est bricolé. On le voit apparaître dans les années... Enfin, il y a les prémices, mais dans les années 70-80, par exemple, je vais vous citer quelques références, la notion de bienfaisance. Ce qu'on trouve dans le rapport Belmont, c'est 1979. La notion de bienveillance, je liste très vite, hein. La notion de bienveillance, plus récente dans sa déclinaison professionnelle. On a même été chercher chez un psychanalyste qui s'appelle Winnicott, un truc à mon avis qui est un peu tarabiscoté comme on le traduit, hein, cette histoire de The Mother Good Enough, la mère suffisamment bonne. Si on traduisait exactement ce que dit Winnicott, il ne parle pas de ça. Je dirais la traduction peut-être la plus juste, ça serait la mère potable. Hein, pas tout à fait la même chose. Oui, à un moment, quand on a été mobilisé, il faut trouver la bonne distance, il faut trouver la bonne traitance, ou je ne sais quoi, etc. Voilà.
On a été chercher également chez un psychologue qui s'appelle Carl Rogers, qui écrit un certain nombre de choses, lui, sur la bientraitance. Chez Ricoeur, je crois que vous en avez parlé aussi, le terme de sollicitude chez Ricoeur a été utilisé pour penser cette question-là. Je vais très vite. Hein. La notion de care, dans la bouche de quelques politiques aujourd'hui, la notion de care, qui permet de différencier le prendre soin du guérir, hein, est venu alimenter la réflexion. Puis vous avez toute une série de travaux sur la question de la reconnaissance, qui met l'accent sur le fait que toute personne doit être regardée favorablement par ceux qui l'entourent pour développer une image positive d'elle-même et en conséquence pour déployer ses capacités au mieux. Je pense que la question du regard serait là interrogée. Et puis le concept de bientraitance, moi je l'ai vu, peut-être qu'il y en a d'autres un petit peu avant, mais je l'ai surtout vu apparaître dans les années 90, au sein du comité de pilotage ministériel de l'opération Pouponnière. Je ne sais pas s'il y en a qui ont participé à ce travail. Opération qui visait à l'humanisation de l'accueil des très jeunes enfants. On peut qu'être d'accord avec l'objectif. Hein. Et ce terme, dit le texte, renvoie au cheminement de professionnels, je cite, qui souhaitaient rechercher activement des moyens permettant de ne pas se laisser envahir par le découragement provoqué par la complexité des situations de maltraitance. On dit, vous voyez comment, c'est à partir de situations de maltraitance vécues par les enfants qu'on va construire finalement ce concept-là. On voit un petit peu ce qui était caché sous le tapis. La maltraitance, autant des professionnels que des parents dans ce cas-là. Et voilà pourquoi je pense que la bientraitance fonctionne comme une dénégation de son envers, la maltraitance. Et qu'il me paraîtrait plus intéressant de réfléchir sur la question de la maltraitance, c'est-à-dire de la violence inhérente à l'être humain, que de la camoufler sous, finalement, des catalogues de bonnes intentions qui ne mangent pas de pain, mais qui ne mènent jamais à grand-chose. La maltraitance est un trait inhérent à la nature humaine. Il s'agit donc, il me semble, plus de la regarder en face et de l'affronter, que de se voiler la face et s'endormir avec de la signifiance, de la romance, encore des mots en anse, dignes des bisounours. On peut poser d'emblée que, c'est peut-être un peu brutal comme je le pose, mais moi ça me paraît plus réaliste que de se raconter des histoires, que l'être humain est un être de violence. J'ai dit un petit peu, hein, du fait de cette violence fondamentale, comme dit un collègue qui s'appelle Bergeret, qui nous habite chacun, et on sait que tous les processus d'éducation et de civilisation vont avoir à traiter cette violence fondamentale par d'autres méthodes de violence d'ailleurs. Alors c'est peut-être moins rigolo de prendre les choses par ce bout-là, mais moi ça me paraît un peu plus, non seulement réaliste, mais un peu plus travaillable dans le quotidien, que ce soit au travail social ou ailleurs d'ailleurs. Une citation qu'on trouve chez Freud dans Malaise dans la civilisation. D'ailleurs, ce texte est intéressant. Je pense qu'on ferait bien, c'est un texte de 1929, on ferait bien de le lire aujourd'hui parce qu'il y a une série d'observations sur les questions sociales de la part de Freud, tout à fait actuelles. D'ailleurs, pour la petite histoire, il avait intitulé ce texte, qui est assez court d'ailleurs, et assez facile à lire, c'est pas un texte difficile de Freud. Il avait intitulé ce texte d'abord Unglück in der Kultur, c'est-à-dire malheur dans la culture. Et son éditeur lui a dit, écoutez, avec un titre pareil, on ne va rien vendre du tout. Allez voir dans les librairies, vous verrez aucun bouquin où c'est marqué malheur. C'est marqué comment être heureux en 12 leçons, en suivant le Dalai Lama, je ne sais pas qui, ou machin, la Salomé, là, voilà, il y a des gens qui lui donnent des leçons. Hein. Voilà. Mais alors son éditeur lui dit, il faut enlever ce mot-là. Bon. Malheureusement, Freud a plié, c'est assez rare d'ailleurs qu'il plie
Et donc il a appelé ça Unbehagen in der Kultur, c'est-à-dire malaise. Vous voyez, c'est très très édulcoré. Hein. Alors que ce que nous raconte Freud, c'est que l'être humain, de toute façon, bah, il veut être heureux, mais ça ne marche pas. De structure, c'est un être qui est fabriqué autour du malheur. Un malheur qui tient en trois dimensions. Freud nous dit ce qui fait qu'on ne peut pas être heureux, c'est d'abord qu'il y a le monde. Et le monde, visiblement, obéit à des lois, il n'obéit pas à notre propre volonté. J'ai toujours en mémoire l'image de ce gamin qui courait après son ballon. Vous voyez, il avait son ballon, puis il avait jeté le ballon est passé sous la table, et lui, il a une espèce d'élan pour attraper j'allais dire l'objet de son désir, voilà, ça se présente comme ça, bah, il s'est mangé le coin de la table, vous voyez, il avait oublié que les lois du monde n'obéissent pas. Ah, il était marrant parce qu'après il donnait des coups de pied à la table, il disait elle est méchante la table. Et c'est vrai, c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a quelque chose qui résiste dans le monde. Freud nous dit aussi, ça c'est l'envers, c'est grâce à ça qu'on a sans arrêt essayé d'inventer, d'abord de comprendre comment étaient faites les lois du monde. Toute la technologie qu'on a vient de cela, et puis essayer tout doucement de les déplacer. Bon, c'est comme ça qu'on arrive à aller dans la Lune. Moi, je ne sais pas si c'est important d'aller dans la Lune, mais bon, c'est comme ça aussi qu'on fait les opérations à cœur ouvert. Enfin bon, voilà. Premier obstacle au bonheur. Deuxième obstacle, nous dit Freud, ben, on a un corps. Vous êtes au courant? Je vous signale qu'il faudra rendre le matériel un jour, alors je ne sais pas dans quel état, ça c'est autre chose, et que ça sera recyclé. Ça c'est la vie. Et ce corps, eh bien, lui aussi fait obstacle à notre volonté de jouissance. Parce que quand on est jeune, on ne fait pas trop attention à ça, mais à mon âge, on s'aperçoit qu'on ne peut pas trop tirer la ficelle. Donc voilà, il y a un obstacle fondamental par rapport au corps. Je pense à un jeune il y a quelques années là, à Montpellier, il avait absorbé une dose massive d'ecstasy, et il a dû battre le record du monde de danse. Je crois qu'il a dansé 25 heures, un truc comme ça, sans s'arrêter. Le problème, c'est que le mec, il est mort. Parce que le corps, vous pouvez tirer, mais il y a un moment, il vous pète dans les pattes. Vous voyez, ça fait obstacle au bonheur, avec un grand B, en tout cas. Et puis, dernier obstacle, comme si ça ne suffisait pas, eh bien, il y a les autres. L'enfer. Et les autres. Puis je ne vous conseille pas d'essayer de les supprimer parce que vous n'y arriverez jamais. Quoi. Voilà, mais par rapport au corps, Freud nous dit aussi, on a développé au cours de l'histoire toute une série de stratégies comme ça, d'intervention pour essayer de tirer un peu plus du corps. Voilà. Hein, l'usage des drogues, par exemple, il le situe dans cet espace-là où les dames qui font des régimes, alors ça c'est très à la mode. Si vous aviez vécu au début du XXe siècle, il fallait être beaucoup plus enveloppé qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est la taille haricot vert, hein, la taille mannequin, quitte à en crever. Il y avait certains mannequins qui sont en train d'en mourir de ces représentations. J'ai un voisin comme ça, il passe tous les matins devant chez moi, il a des grosses gouttes comme ça. Le type, c'est un défoncé, quoi, complètement. D'autant plus qu'on... Ouais, il court comme un fou, mais je ne sais pas derrière quoi. Enfin, si, je sais un peu. Il court derrière, en prendre un peu plus de jouissance du corps, mais moi je pense qu'il se rend malade. Quoi. Alors on sait que, et ça c'est un travail qu'on connaît peu, mais que c'est une découverte de Freud, que le corps, lorsqu'on le pousse un petit peu à bout, notamment dans le sport, produit des endorphines qui ont ce sont les mêmes molécules que la morphine. Vous voyez, le bon sportif, c'est un bon drogué. Hein. Et d'ailleurs on a vu comment chez les cyclistes, Armstrong là, récemment, hein, c'est apparu au grand jour il y a 2 jours, bah, quand il faut pousser la machine, de toute façon, il faut des drogues. Quoi. Voilà, et puis pour supporter les autres, troisième obstacle, ben, qu'est-ce qu'on a inventé? Ben, on a inventé des façons de faire ensemble, c'est-à-dire des médiations pour traiter la violence de chacun. Autrement dit, on a des montages de civilisation qui ne sont pas idéalistes. C'est violence contre violence. Cette violence première que Freud appelle pulsion, bien sûr, on en parlait ce matin, le collègue parlait de jeunes qui ont l'air complètement débordés par la pulsion. On voit bien que face à la pulsion, toute société construit des modes de violence contre cette violence. C'est ça l'éducation. Pas spécialement cool.
On voyait même, M. Chanteur le disait ce matin, comment dans certains cas, c'est dans le corps à corps. C'est dans le corps à corps qu'il faut rater la pulsion. Voilà. Donc on a comme ça ces montages de violence illégitime et de violence légitime. La violence légitime, c'est la violence d'État. Je vous renvoie à un travail qui a été fait il y a quelques années sur ces questions-là. Oui, j'essaie d'introduire la question que ce n'est pas du côté de la non-violence qu'on va apporter grand-chose. C'est du côté de la reconnaissance que nous sommes des êtres violents et qu'il faut inventer des processus de médiation en permanence, des dispositifs de construction symbolique. Ce qu'on appelle la culture, c'est pas autre chose. C'est en cela d'ailleurs que ce que Éric Chanteur racontait ce matin, un éducateur qui va clouer au sol un gamin qui est en train d'exploser, c'est à la fois un acte de violence, mais de violence légitime. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cela que l'éducateur va pouvoir introduire tout doucement quelque chose de la loi. Notamment la loi de la parole. Alors ça s'appelle la culture. Le terme de culture, citation de Freud, désigne la totalité des œuvres et des organisations dont l'institution nous éloigne de l'état animal et qui servent à deux fins. La protection de l'homme contre la nature et la réglementation des relations des hommes entre eux. Vous voyez bien, il y a bien cette idée qu'on est toujours à fleur, au bord du règne animal. Et en même temps, qu'on n'en aura jamais fini de traiter finalement cette dimension d'animalité. Donc ça sert à quoi? Il nous dit, hein, la culture, faire tout ce qu'on invente à longueur de journée pour se supporter, ben c'est ça. La protection de l'homme contre la nature et la réglementation des relations des hommes entre eux. Voilà, je ne veux pas trop appuyer, enfoncer le clou non plus. J'espère que c'est assez entendable. Qu'est-ce qu'on peut maintenant... J'ai paumé une feuille, alors je sais pas où je fais. Si peut-être sur les conséquences que ça peut avoir de mettre comme ça en avant des modes de dénégation finalement de ce qu'est la réalité humaine. Ben, les conséquences, moi je les vois à travers à la fois les formations que je fais, je reçois pas mal de choses quand même de la part de collègues qui me racontent des histoires un peu terribles. Et puis on a monté récemment, je ne sais pas si vous le savez, un réseau social, voilà, ça s'appelle comme ça. Moi j'en ai un peu marre des histoires de Facebook où il y a je ne sais pas combien de personnes qui veulent devenir mes amis et je les connais d'INEF évidemment, ça commence à m'emmerder. Puis il me semble que le seul intérêt c'est de compter le nombre d'amis qu'on a, j'en ai plus que toi, etc. Et puis comment ça va, ou j'aime, alors il y a des trucs comme ça. Hein. Quelqu'un dit quelque chose, on dit j'aime, vous voyez. Bon. Donc on s'est dit, il me semble qu'il y a autre chose à faire. Donc on a monté un truc qui s'appelle réseau-travail-social.com, qui fonctionne un peu à la mode de Facebook, mais surtout sur lequel des travailleurs sociaux ou autres d'ailleurs arrivent à raconter ce qui leur arrive, hein, ce qu'on vit, etc. Bon, je ne sais pas si je retrouverai cette putain de feuille. Il raconte, voilà, en tout cas j'ai pris un peu des choses que j'ai vues arriver dans ces textes-là, il y a des textes assez longs d'ailleurs, choses intéressantes, des témoignages de pratiques tout à fait émouvants, souvent sous le manteau d'anonymat, et on comprend pourquoi, hein, c'est pas toujours facile. J'en ai retenu, vous voyez, quelques grandes idées, il me semble, qui sont directement les retombées, non seulement de ce concept de bien-traitance, mais le concept de bien-traitance n'est que la pointe avancée des protocoles dont on nous rebat les oreilles, etc. Alors, il me semble que un certain nombre de retombées que j'ai pu repérer, c'est la négation de la subjectivité. J'évoquais tout à l'heure, hein,
ce protocole de l'ANESM sur les bonnes pratiques avec les vieillards, ben, si vous le lisez, c'est très très étonnant, puisqu'il n'y a que des actes dans le genre avez-vous bien lavé le lavabo, est-ce que les draps ont été changés, etc. Et puis, ça c'est. Si vous n'avez que ça, je veux dire, vous perdez l'essentiel. C'est oublier qu'un être humain, c'est d'abord un être de relation, et que c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous donne le désir de vivre. Donc voilà, il me semble qu'il y a une négation de la subjectivité, autant chez les dits usagers que chez les professionnels. On a tendance, à travers ces protocoles de bientraitance, à considérer les professionnels des politiques sociales comme de purs instruments, exécutant des protocoles souvent extrêmement éloignés du terrain quand on y réfléchit. Autre chose qui apparaît dans ces textes, c'est la perte du plaisir du travail bien fait. Moi j'en ai marre que les collègues éducateurs me disent mais ça va plus, c'est plus le boulot qu'il y avait à 5 ans, il y a 10 ans, etc. Bon. Alors quand c'est une fois, deux fois, on se dit bon ça c'est de l'ordre de la plainte, on sait bien dans le travail social qu'il y a de la plainte, mais quand ça se réitère comme ça en permanence, on se dit il y a un fond de malheur qui est en train d'arriver là, qui est une espèce de tsunami dans lequel on perd complètement le sens, de l'artisanat, le sens de la belle ouvrage, comme on dit chez les artisans. Hein? Autre point que je vois apparaître, c'est l'écrasement des responsabilités des professionnels. Si vous n'êtes comptable que d'un certain nombre d'items que vous devez cocher au fur et à mesure, vous imaginez un peu le niveau d'engagement que ça produit. Ça produit un effet extrêmement machinique. Et puis, engendré par ce qui se présente comme des contrôles incessants, et quelque chose que j'ai vu apparaître il n'y a pas longtemps, le flicage entre professionnels, ça me paraît assez terrifiant. C'est qu'on va commencer à regarder si les autres sont bien dans le moule de la bientraitance. La peur revient assez souvent d'ailleurs, quand même un signifiant là, qui est en train d'insister dans le champ du travail social. Les gens ont peur. Peur d'avoir pas bien fait les protocoles, peur de voilà, tout un tas de trucs. Peur de s'engager, peur de mal faire. Autre chose qu'on voit apparaître notamment dans les processus d'évaluation, dans les écrits, c'est la tricherie. La tricherie. C'est-à-dire que devant les soupçons généralisés qui pèsent sur leurs actions, eh ben, les professionnels se pourvoient en écrit professionnel, rapport d'activité, synthèse, le plus souvent inconsistant. Je ne sais pas si vous lisez comme ça les rapports d'activité, c'est extrêmement inquiétant parce qu'il n'y a rien dedans. Vous voyez un peu l'espèce de montage. Donc on est sous contrôle, donc on ne va pas trop donner à voir, ce qui à mon avis est quelque chose de terrible parce qu'on perd complètement de vue la dimension de ce que c'est que l'évaluation. L'évaluation est une méthode non seulement nécessaire du fait d'avoir à rendre des comptes sur l'argent public, et ça je ne vois pas comment on s'y déroberait, mais en même temps, c'est un outil de valorisation des professionnels. Vous nous avez donné du pognon, voilà ce qu'on a fait avec. Mais ces protocoles ne permettent pas cette dimension-là. Et pourtant, il y a du savoir-faire chez les travailleurs sociaux. Là, je vous renvoie à un texte qui est ancien, mais je trouve qu'il est un modèle du genre, qu'on doit à un éducateur qui s'appelait August Eichhorn, qui vivait à Vienne dans les années 1920-1930. August Eichhorn est quelqu'un qui est passionné par la question éducative, et surtout par les difficultés des jeunes gens qu'on appelle aujourd'hui délinquants, asociaux, un casable, j'ai entendu ça ce matin, voilà, un casable. Si bien que la municipalité de Vienne lui confie la direction d'un établissement qui est installé dans les baraquements de la guerre 14, et c'est pas un petit établissement, puisqu'il y a là presque 1000 gamins qui sont accueillis. Et Eichhorn, en 1925, va faire une série de conférences ouvertes au grand public, avec l'idée, vous m'avez confié une mission, vous m'avez donné de l'argent, eh bien je vais vous rendre compte de ce que j'ai fait. Il ne leur a pas donné le plan comptable.
dans ses conférences, il reprend la façon dont il accueille les gamins, les idées qu'il a derrière la tête. Il se trouve que c'était par ailleurs quelqu'un qui avait été analysé, vous voyez, je reprends mon rêve du début. Et on a notamment quelque chose d'extrêmement précieux dans ces conférences qui ont été publiées. On a des dialogues entiers d'échanges avec des gamins. Freud s'est fendu, c'est très peu connu d'ailleurs des psychanalystes, Freud s'est fendu d'une préface où il parle de mes amis éducateurs. Il dit, lorsque moi, comme psychanalyste, je ne peux pas travailler, notamment avec des jeunes comme ça, c'est absolument impossible, des jeunes qui sont en passage à l'acte, vous ne pouvez pas les accueillir dans un cabinet de psychanalyste. Il dit, heureusement, mes amis éducateurs prennent le relais, vous voyez. Je crois que c'est pas rien quand même sous la plume de Freud. Voilà, bah, si vous voulez un exemple historique d'évaluation tout à fait pertinent, c'en est un. Voilà, un travailleur social qui rend compte de son travail d'une façon extrêmement vivante. Je continue, c'était la tricherie. La négation du travail d'équipe et de la dimension collective. On voit dans... Moi je l'ai vécu à l'IRTES par exemple. Hein, on voit la notion d'équipe, de collectif de travail foutre le camp avec chacun dans son module, dans son coin, etc. Je pense que sur le terrain, c'est un peu la même chose. On assiste à une division, un cloisonnement du travail. Je l'ai dit tout à l'heure, une logique d'appel d'offres et de prestation de services auquel on a cru échapper pendant longtemps dans le travail social, qui est en train de nous rejoindre à grands pas. Voilà, et tout ça à partir d'un référentiel idéologique issu du libéralisme. Bon, on disait encore il n'y a pas si longtemps capitalisme, et qui met aux commandes, on peut le dire, un système de marchandisation généralisée, c'est-à-dire que rien aujourd'hui n'échappe plus au marché. Ça veut dire quand même qu'on est porté par une représentation de l'être humain qui est assez terrible. L'être humain comme machine neuro, bio, psycho, socio, je ne sais pas quoi, logique, qui de temps en temps se met à dérailler comme toute machine et qu'il faut remettre dans le droit chemin, soit à partir de molécules. Là on a quand même une avancée assez phénoménale de la recherche pharmaceutique, soit à partir de rééducation. Voilà un peu le modèle sur lequel on est aujourd'hui, qui est en train tout doucement d'ailleurs d'envahir le travail social. On peut comprendre que le concept de bientraitance vienne un petit peu envelopper tout ça avec son sirop. Hein, il s'agit de faire passer la pilule quand même. Voilà, je suis un peu violent, je suis en colère. Ouais. Alors vous me direz, bon c'est bien joli de dénoncer tout ça, bon la critique, et on fait quoi maintenant? J'ai un petit peu de temps, je vais vous raconter une histoire. Ça se passe en Bretagne, je ne vous dirai pas où évidemment. Ça se passe en Bretagne et une directrice, merci. Une directrice m'appelle et me dit on a des problèmes de violence dans l'établissement, est-ce que vous pourriez venir faire une conférence sur la violence? Je dis moi l'histoire de conférence, en tout cas devant une situation de pareille, je vois pas bien ce que ça vient faire. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si vous voulez, on peut réunir l'ensemble de l'équipe, des professionnels qui sont là, et je vais essayer de comprendre ce que vous mettez sous le terme de violence. Alors voilà un groupe de professionnels, donc étaient présents la directrice, le psychiatre, les psychologues, les éducateurs, l'assistante de service social, les maîtresses de maison. Et voilà ce qu'apparaît, c'est une histoire. Dans cet établissement, la plupart des éducateurs avaient, comme on dit, de la bouteille. Non pas qu'ils boivent, mais ils avaient du métier, quoi. Ils avaient du savoir-faire. Mais avec un type de gamin, un peu comme on en parlait ce matin, gamin, je ne sais pas si ça se dit encore, qu'on appelait caractériel dans le temps. Ça se dit encore, ça? Ça se dit plus, on ne dit plus caractériel. Moi j'aime bien ce mot-là parce que dans les années 70, dans les années 70, donc j'avais monté un lieu d'accueil, c'est comme ça que j'ai démarré éducateur, moi, sur le tas, avant d'avoir un diplôme d'ailleurs.
Et puis bon, j'accueillais des enfants, des adultes, des adolescents dans le Gers, dans une ferme, et puis ils partageaient notre vie de famille, et puis voilà, je crois qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Et un jour, il y a un père qui vient chercher pour le week-end son gamin, et pendant que le môme se préparait pour partir, préparait son bagage, je discute avec le père, et je lui dis, qu'est-ce qu'il a votre gamin? Il dit, putain, con, il est caractériel. Ah, je dis, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il a un mauvais caractère. Bon, d'accord, c'est ça. Voilà, donc ces gens-là, ils accueillaient des... Bon, dans mon vocabulaire de psy, on dirait des névrosés, des bons névrosés tout le terrain, avec lesquels vous travaillez, vous le savez, sur la question de la limite, sur la question de l'interdit, sur quelque chose qui va entamer la jouissance. Voilà, donc vous avez l'habitude avec cette population, comme on dit. Et puis, pour des raisons de manque de moyens dans la région, on leur impose, on a un dispatching comme ça, on leur impose de prendre 2 enfants psychotiques. D'une façon assez violente, c'est-à-dire qu'il y a 2 mômes qui arrivent, alors qu'il n'y a aucune préparation des équipes. Et évidemment, les éducateurs vont laisser venir, essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Et alors voilà l'histoire d'un gamin qu'ils m'ont confié. C'est un gamin qui se lève le matin, qui prend sa douche, qui va dans la salle du petit-déj, qui dit bonjour à tout le monde, bien poli, etc. Et sur le coup de 9h moins 10, il part devant l'établissement et il s'installe sur un banc et, dit-il, il attend un bus. Et là, il y a un gros problème, si vous alliez à cet endroit-là, c'est qu'aucun bus ne peut arriver. En fait, c'est un jardin. Voilà, sur le coup de midi moins 10, il revient au pavillon, il casse la croûte, et à 2h moins 10, il retourne sur son banc, et à 5h moins 10, il revient au pavillon. Alors au début, les éducateurs essayent de comprendre ce qui se passe, et malheureusement, la directrice est prise d'angoisse, ce qui est humain d'ailleurs. Mais moi je pense que quand on est angoissé, il faut d'abord se soigner plutôt que d'emmerder les autres. Donc elle va, de son lieu de la direction, elle va commencer à dire aux éducateurs, mais c'est scandaleux, cet enfant livre à lui-même, il doit être inscrit dans un atelier, etc., il est en errance. Bon. Un éducateur, à mon avis, un peu plus couillon que les autres, se plie à cette injonction, ce qui est présenté comme une injonction, et va aller chercher le gamin qui est sur son banc et l'inviter, d'abord gentiment d'ailleurs, à venir à son atelier bois. Le môme ne bouge pas. Et puis ils veulent l'attraper un peu moins gentiment par la chemise et l'emmener de force. Le gamin s'est retourné contre l'éducateur, l'a massacré. Ce gamin avait 10 ans. Hein. L'éducateur, c'était pas spécialement un gringalet. Il l'a massacré de telle façon que l'éducateur s'est retrouvé 15 jours d'arrêt maladie quand même. Alors là, on doit réfléchir, vous voyez, les effets de la violence. Moi, je veux bien qu'on fasse tous les protocoles de bientraitance, mais si on ne réfléchit pas au bon endroit, on n'y arrivera pas. Les effets de la violence. D'abord, je trouve dans cette histoire, il y a une sacrée violence faite aux éducateurs, de les laisser se démerder avec ce qu'est la psychose, qui est une forme de violence vécue par un sujet. Il y a une autre forme de violence, je trouve, faite à ce gamin. Moi, je leur ai dit, vous savez, ce gamin, il fait son travail, hein, il va à son travail, c'est un bon travailleur. Il va sur son banc, il revient, il casse la croûte à la gamelle, comme les ouvriers, et puis il va au boulot, et quand il a fini sa journée, il revient au pavillon. D'ailleurs, l'histoire a très mal tourné, puisque ils m'ont appris que le psychiatre avait ordonné une contention thérapeutique. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. On n'est pas dans les histoires dont parlait Éric Chantor ce matin. Contention thérapeutique, on a enfermé le môme pendant 15 jours. Moi, je leur dis, si vous continuez comme ça, moi, je fais un signalement. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais vous voyez, hein, du fait que ça n'a pas été travaillé, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas, intéressé, je dirais, à ce que vivait ce gamin. On pouvait en savoir un bout. Moi, je leur ai dit, il fait son travail. Donc, allez lui donner un coup de main pour faire son travail de temps en temps. Allez vous asseoir sur le banc avec lui. Et puis discuter de coup. Est-ce que le bus, il est rouge ou bleu? Est-ce que le chauffeur, il a une moustache? Est-ce qu'il passe par chez la grand-mère, je sais pas quoi. Alors je me rappellerai toujours, il y avait une éducatrice en face de moi, elle ouvrait des grands yeux, vous voyez, comme des soucoupes, et elle me dit, mais c'est une histoire de fou, votre truc. Je dis, oui, je crois qu'on parle de ça. Voilà, vous voyez, cet exemple, il nous dit à quel endroit on peut travailler la question de la violence. À la fois avec les équipes,
à la fois avec les gamins dont on s'occupe. Voilà, alors la question qui se pose, il ne suffit pas d'en faire la critique, mais qu'est-ce qu'on fait? Je m'excuse, j'ai pris des tas de notes dans tous les sens, puis comme d'habitude, j'ai paumé le fil. Bon, c'est pas grave. Hein. Que faire? Que faire si on met, c'est mon intention pour moi en tout cas, si on met à la poubelle ce concept, à mon avis, qui est uniquement un concept de camouflage. Si on laisse tomber le paravent, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec la violence inhérente aux institutions, inhérente aux êtres humains que nous sommes, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense à un passage du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry où le Petit Prince discute avec le renard. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Et le renard pose le Petit Prince pose une question. Le renard parlait d'apprivoiser. Et le Petit Prince demande ce que ça veut dire apprivoiser. Et la réponse, c'est apprivoiser, c'est créer des liens. Il me semble qu'il y a quelque chose d'une modalité de réponse de ce côté-là. Comment apprivoiser la violence de chacun d'entre nous, si ce n'est du côté de créer des liens, ce que mon ami Raphaël Hachel a essayé de faire en prison d'une façon la plus banale, je dirais. On va se mettre à causer, voilà. C'est tout ce qu'on a pour se supporter les uns les autres. Hein. On va se mettre à causer. Alors dans le travail social, dans le travail éducatif en général, je ferai, c'est mon dada, les gens qui ont pu lire mes bouquins le savent, je ferai un retour appuyé à la question de la clinique. C'est ça le fondement du travail. La clinique, c'est un mot... moi, quand j'ai été formé comme éducateur, il y a déjà plusieurs payes, c'était un mot qui était très, très présent. Il y avait des groupes cliniques, il y avait des ateliers cliniques, il y avait des travaux cliniques, etc. C'est un mot qui revenait. Et puis j'ai vu dans les textes, tout doucement, il s'est effacé. Je ne sais pas s'il existe encore, d'ailleurs. Alors c'est quoi la clinique? C'est quoi? Le terme vient du grec, je ne sais pas si vous le savez, kiné, ça désigne un lit, un pieu, quoi. Et le premier grand médecin grec, qui s'appelle Hippocrate, parle dans ses textes de techné cliniqué. C'est un peu curieux d'ailleurs l'association de mots comme ça. Techné, ça donnait le mot technique, et cliniqué, ça donnait le mot clinique. La technique clinique. Mais pour nous, le terme de technique, il est surtout pris du côté de la technologie. Alors que chez les Grecs, la technique, c'est le savoir-faire. C'est le tour de main de l'artisan. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un restaurant, puis j'ai mangé quelque chose, à mon avis, la 7e merveille du monde, qui s'appelle le veau maringot. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Vraiment quelque chose de merveilleux. Alors j'étais voir le cuisinier, j'étais content, c'était tellement bon. Je lui ai dit, vous pourriez me donner la recette? Ah, il s'est pas fait prier, il m'a copié la recette, tous les ingrédients et tout. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit, je vais vous faire un veau maringot. Oui, mais enfin, vous devinez la suite, c'est que c'était pas ça. Pourquoi? Parce que le tour de main. Alors c'est ça la techné chez les Grecs, c'est le tour de main. Je pense que dans les métiers du travail social, il y a des tours de main. Et les tours de main qui concernent quoi? Qui concernent un savoir-faire clinique. La clinique, c'est ce savoir-faire qu'avaient les premiers médecins de s'incliner. Si vous écoutez le mot, d'ailleurs, vous avez la même étymologie dans s'incliner, dans clinique, le même radical, de s'incliner sur le lit où la maladie, les vacheries de la vie, les injustices ont allongé un sujet. C'est ça la position clinique. C'est-à-dire rencontrer l'autre là où il souffre. Et hors cette rencontre-là, vous n'avez pas d'acte professionnel possible. C'est vrai d'un médecin, parce que c'est un mot qui nous vient de la médecine, c'est vrai, il me semble, d'un éducateur, d'un travailleur social, d'un ANP, c'est vrai d'un directeur. Autrement dit, la clinique, c'est bien une clinique de la rencontre humaine, et c'est dans la rencontre humaine qu'on peut traiter quelque chose qui finalement, que j'ai présenté comme étant le fond de l'être humain, qui a à voir avec la violence.
J'évoquais ce matin, on n'a pas eu le temps de le travailler plus, mais comment les institutions dans lesquelles vous travaillez, dans lesquelles j'interviens assez souvent, sont des théâtres extraordinaires. Je pense qu'il y a une véritable chance que des enfants, des adolescents ou des adultes puissent, comme on dit, être pris en charge, ou plutôt pris en compte, on devrait dire. Pourquoi? Parce que, au lieu de se démerder tout seul avec cette violence que souvent ils retournent contre eux-mêmes, ou contre leur environnement immédiat, eh bien, ils vont pouvoir, d'une certaine façon, mettre en scène cette violence et donner à voir, donner à ressentir, donner à éprouver ce dans quoi ils sont pris. Voilà pourquoi je dis que c'est une véritable chance. Et on voit bien que c'est dans cette rencontre-là que quelque chose peut se produire d'un peu différent. Alors ça veut dire ça que les travailleurs sociaux disposent eux-mêmes dans les établissements d'outils, j'allais dire comme ça, d'outils d'esquive. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que face à la violence, c'est toujours de la violence en miroir qu'on renvoie. Alors comment on arrive à faire des pas de côté, hein? On arrive à faire des pas de côté parce que, et ça c'est de la responsabilité des directions d'établissement, on donne aux travailleurs sociaux les outils pour travailler ce qu'ils ont pu éprouver dans une relation, et Dieu sait si souvent elle est éprouvante. On évoquait ce matin l'analyse des pratiques, supervision, tout ce que vous voulez, voilà, des lieux dans lesquels on peut élaborer quelque chose qui s'est d'abord inscrit dans le corps. Y mettre des mots, comme on dit, voilà. Donc, premier point, il me semble, le premier point de travail, et vous voyez bien que ce n'est pas avec des protocoles de bien-traitance, je m'excuse d'insister, que vous allez répondre à ça. C'est du côté de l'élaboration, c'est-à-dire que ce que vous avez éprouvé dans votre corps, si vous ne le travaillez pas du côté de la parole, vous savez très bien ce qui se passe. On a quand même un certain nombre de passages à l'acte des professionnels dont l'origine est justement, c'est impossible à élaborer. On n'est pas différent des gamins qu'on reçoit dans les établissements là-dessus. Premier point. Deuxième point, il s'agit de mettre en œuvre un certain nombre de médiations, c'est-à-dire d'espaces presque théâtraux dans lesquels va se mettre en scène, mais d'une façon qui puisse être accueillie en tant que tel, va se mettre en scène ce qui arrive à un gamin. Au lieu de le jouer dans des passages à l'acte sur soi-même ou sur d'autres, il va le jouer, par exemple, en cassant la vaisselle dans la cuisine. La vaisselle, il n'aura pas porté plainte et s'en remettra, c'est pas grave. Vous voyez un peu ce déplacement. Et ça c'est ce que permet l'institution. Ce déplacement, tout doucement, vers des processus de langage. Freud, dans un petit texte, dit que la première fois où un guerrier au combat, au lieu de lancer son javelot dans le corps de son ennemi, lui a lancé une insulte, eh bien ce jour-là est née la culture. La question de l'insulte, on en parle très peu, alors que c'est vraiment... vous savez, l'insulte, c'est quelque chose qui est à fleur de peau, qui est à fleur de pulsion, en même temps, qui essaye de frayer son chemin du côté du langage. Donc soit, j'ai beaucoup travaillé avec des éducateurs il n'y a pas longtemps là-dessus, soit vous fermez les vannes, soit vous en faites quelque chose. Les éducateurs en question, c'était du côté de Lyon, des éducateurs qui étaient emmerdés parce que devant ce flot d'insultes, évidemment, ils mettaient des sanctions, et puis il y avait des sanctions, et puis il y avait d'insultes, on ne s'en sortait pas. Et puis vous voyez qu'à un moment, quand vous n'avez même plus la possibilité d'insulter, après c'est du côté du passage à l'acte physique que ça se produit. Alors j'aurais proposé un petit truc. J'aurais dit, vous devriez faire un atelier insulte tous les mercredis, tous les jeudis, de 5 à 7 par exemple, tout comme ça. Oui, mais quelque chose d'assez encadré. Et alors avec des lois, on peut utiliser les insultes, mais jamais deux fois la même. Alors une fois que vous avez épuisé enculé et nique ta mère, il va falloir mobiliser des noms d'oiseaux, de poireaux, de je sais pas quoi, de tout ce que vous voulez. Hein. Nuage, voilà une belle insulte. Hein. Voilà. Box. Ah, box, ah oui, mais ça, c'est la même histoire. Voilà. J'en ai parlé à Ta tout à l'heure. C'est un copain qui s'appelle Elbrun. Et puis il est psychanalyste et boxeur. Et un bon psychanalyste, un bon boxeur. Et à Strasbourg, il a monté des groupes avec des jeunes comme Éric peut en recevoir. Hein.
des jeunes qui ne sont pas dans la parole, qui sont tout de suite dans le court-circuit de la pulsion, du passage à l'acte. Et il a monté un dispositif, il est fait monter sur un ring de boxe, il leur met le machin et tout. Bon. Il fait un combat très rapide, pas plus de 10 minutes. Évidemment, les mômes, ils n'ont jamais le dessus. Je suis le bonhomme, je garantis que... Et après, ils discutent. Il dit au gamin, mais il y a un moment, t'as reculé là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment dit, oui, il va attraper dans le corps, dans le réel du corps, il va attraper quelque chose qu'il essaye d'épingler avec de la parole. Voilà, pour dire, bon, hein, le champ des médiations sociales, éducatives, tout ce que vous voulez, c'est le champ dans lequel la rencontre humaine va opérer des métabolisations de la violence. Quand j'ai bossé un certain nombre d'années en toxicomanie, j'avais monté avec des collègues un lieu d'accueil pour toxicos à Toulouse, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle la AT, et on avait une idée qu'il s'agissait d'inviter des jeunes, surtout des jeunes qu'on recevait, à parler. Donc il y avait psycho, éduc, AS, etc. Mais un certain nombre de jeunes, ils ne viennent pas causer comme ça. Ça c'est une illusion, on va faire des entretiens éducatifs, vous pouvez toujours courir. Hein. Les mecs ne viennent pas, ou alors s'ils viennent, ils disent rien, ils viennent pour vous faire plaisir, ou parce qu'ils ont le juge au cul, vous voyez, bon, c'est pas forcément intéressant. Et on s'était dit par rapport à des jeunes qui ne sont pas dans ces processus d'élaboration verbale, il faut qu'on propose autre chose. Donc on avait proposé des ateliers d'expression. Art plastique, théâtre, écriture, musique, etc. Alors je me rappelle d'un jeune qui, lui, il attaquait les vieilles dans la rue. Alors pourquoi les vieilles après, bon, il aurait pu attaquer les jeunes, mais attaquer les vieilles. Il attaquait les vieilles dans la rue et avec le pognon, il courait à la pharmacie, et il allait acheter de saloperies, néoconion, je ne sais pas si vous connaissez ça. Bon. Il y a à peu près 0,1% d'opium dedans, vous imaginez un peu les tonnes qu'il faut s'enfiler pour que ça fasse un petit peu de l'effet, enfin bon, avec des effets secondaires au niveau de l'estomac ravageant, enfin bon. Et alors bon, je le reçois en entretien, et puis il me dit, moi j'en ai rien à foutre, j'ai rien à dire, c'est le juge qui m'a envoyé, moi je m'en fous. Bon. Il me dit, mais j'ai vu dans la salle d'attente, vous faites du théâtre ici? Je dis oui. Et ça t'intéresse, je vais te brancher sur l'animatrice de l'atelier théâtre. Et donc ce jeune, il a fait tout un parcours. Et alors l'animatrice de l'atelier théâtre, c'était une élève d'Armand Gatti, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Armand Gatti qui a pas loin de 90 ans aujourd'hui. Mais Armand Gatti, c'est d'abord un homme de théâtre extraordinaire, et qui a sauvé sa peau par le théâtre, puisqu'à l'âge de 15 ans, il a été à Buchenwald, dans un camp de la mort, et il s'en est sorti en mettant en scène ce qu'il vivait autour de lui. Donc il sait la valeur du théâtre. Il sait que soit on vit les choses brutalement, et à ce moment-là on y laisse sa peau, soit on peut les dépasser, les métamorphoser. Et donc Gatti a beaucoup travaillé avec les jeunes délinquants. Il travaille sur à peu près 1 an avant de monter un spectacle, et pendant 3-4 mois, on est uniquement dans la discussion où chacun raconte un peu ses histoires de vie. On ne va pas vérifier si c'est vrai ou faux, peu importe, c'est des fictions. Et avec ces histoires de vie multiples et variées, celles-là, eh bien, Gatti met bout à bout, vous voyez, des histoires qui appartiennent à l'un, qui appartiennent à l'autre, et on construit une pièce de théâtre à partir de cela. Et donc cette metteur en scène était une élève de Gatti, et ben le jeune, il s'est retrouvé sur la scène à piquer le sac d'une vieille, et non seulement il n'a pas été en taule, mais on l'a applaudi. Voilà, je dis ça parce qu'on a des outils, on le sait très bien, des outils de traitement de la violence et de la maltraitance. C'est par ce bout-là que j'essaye de prendre les choses, parce que sinon je pense que ça serait désespérant. Alors vous faites ce que vous voulez avec le concept de maltraitance. Moi, personnellement, non seulement il ne me sert à rien, mais je l'évacue parce qu'il me semble que la question elle est là. Comment on invente sans arrêt des dispositifs de traitement de notre violence fondamentale. Alors vous me direz, c'est moins idéal que de se dire on est des anges, on va tous s'aimer, etc. Il y a un chanteur qui chante comme ça, on va tous s'aimer, on va s'aimer. On va s'aimer à tout vent. Ouais. Je terminerai par une phrase c'est un juriste qui
s'appelle Antoine Loisel, XVIIe siècle. Le type, il dit, vous savez, les bœufs, on les attache avec un joug. Bah, ça se fait plus tellement maintenant, on n'a pas plus des bœufs. Hein. Vous voyez ce que c'est un joug? Eh bien, les êtres humains, on les attache avec de la parole. Et ça, je crois que ça devrait nous guider. Ça devrait nous guider parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mode de traitement de ce qu'il y a d'humain et trop humain, comme il dit Nietzsche, en nous, que d'avoir, de faire appel à des processus de parole. Et vous voyez, ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille, ce que j'évoquais de mon ami Raphaël Hached, c'est que quand les êtres humains se mettent à parler, on veut les faire taire. Et je crois qu'une façon de nous faire taire, c'est de nous balancer en permanence des concepts mous qui ont pour fonction justement d'empêcher que ça se dise, quoi. Je vous remercie. Bien, l'exercice difficile de la première question ou première remarque. Peut-être que Monsieur Chanteur, qui a été cité plein de fois, il a envie, il a peut-être envie de dire quelque chose sur ce qu'il a entendu et sur ce qui a été dit à propos de ces jeunes, à propos des comportements, à propos de la contenance et à propos de la parole. Vous passez le bidule là. Prendre le risque. Hein. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de risque. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance de la clinique. Il n'est pas aidé. On peut appuyer longtemps dessus. C'est un complot. Non, ça fonctionne pas. Brigitte, t'en as un qui doit marcher. Oui, Celui-là marche. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la clinique en institution et son rôle auprès des usagers. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur le rôle que la clinique et celle que les directions sont amenées à animer dans les institutions auprès des professionnels, sur notamment la question de la subjectivité de chacun, comment est-ce qu'on peut aller un peu au-delà et ne pas laisser chacun seul désemparé face à la violence de l'autre. On a encore combien de temps? Parce que la question, c'est la question qui a fait l'objet de toutes mes recherches et tous mes bouquins. Pour moi, c'est la question clé. C'est que la question de la clinique est une rencontre humaine avant tout. Vous ne pouvez pas la désarimer de la question institutionnelle, et c'est là qu'en tant que directeur, vous intervenez. Hein. Vous ne pouvez pas la désarimer de la question politique, et vous ne pouvez pas la désarimer de la question éthique, l'éthique au sens de la représentation qu'on se fait de l'être humain. Voilà, pour vous répondre, il faudrait beaucoup de temps, parce que c'est à la fois des histoires de dispositifs, mais pas que, ça ne suffit pas qu'il y ait des dispositifs. Si je prends la question à la base, elle est très énigmatique d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir une rencontre entre deux êtres humains? Que ces deux êtres humains soient d'un côté éducateurs, de l'autre côté jeunes en difficulté, c'est d'abord une rencontre humaine. Là, on est devant l'énigme des relations. On ne peut pas programmer. Hein. On ne sait pas bien non plus qu'est-ce qui va faire l'ouverture, je dirais l'ouverture qui va dépasser la chape de plomb dans laquelle un jeune peut être enfermé. Le jeune, il vous arrive avec une casquette très lourde à porter, délinquant, vous avez éventuellement des dossiers, je ne sais quoi, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il me semble qu'un des premiers boulots, il est délicat et on ne sait pas comment faire. Il ne faut pas raconter d'histoire, on n'aura jamais la solution. C'est l'histoire du tour de main. Il me semble que la première posture, c'est d'aller chercher l'autre au-delà de cet épinglage, au-delà de ces chapes de plomb.
On a dit que tu étais, je sais pas quoi, ceci, cela. Alors, à juste titre, un mec qui commet un délit, c'est un délinquant. Hein. C'est bien à ce titre-là, d'ailleurs, qu'un gamin va venir dans votre institution. Alors, comment on fait l'ouverture à partir de cela? À la fois, je ne sais pas répondre, et en même temps, je me dis, là, il y a une espèce de savoir-faire, mais très intuitif. Comment on se désintoxique des nominations que porte un sujet. On a dit que tu étais délinquant, et toi, qui dis-tu que tu es? Ça, c'est la première étape de la clinique. C'est pas compliqué, en même temps, ça relève de quelque chose de très, j'allais presque dire magique. Un jour, un toxico, vous voyez, vient me trouver, et puis, dans mon cabinet, puis alors, il remonte les manches comme ça, évidemment, il y a des trous partout, il dit, je suis toxico. Et un truc est sorti comme ça de ma bouche, je lui ai dit, qui c'est qui vous l'a dit? Le type, il a commencé à regarder autour, il a dit, ce psy est complètement dingue, il ne sait pas ce que c'est qu'un toxico, etc. Oui, mais ça, c'est à partir de là que l'ouverture s'est faite. Qui c'est qui vous l'a dit? C'est-à-dire, comment ça se fait que vous utilisez dans le vocabulaire quelque chose dont vous représentez dans le langage? Je suis toxico. C'est pas rien de dire ça quand même. Il nomme son aliénation. Il nomme son point d'enfermement. Le qui c'est qui vous l'a dit, tout d'un coup, réouvrait la question d'une façon très étrange. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans les séances suivantes, il a pu me raconter qu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, sa mère avait trouvé du shit sous le matelas, et puis, grosse esclandre, oui, tu commences par le shit, ça va être l'escalade, après ça va être la coque, t'es un toxico, mon fils. Impeccable. Quelle est la question des adolescents? Vous la connaissez. Qui suis-je? Où cours-je? Dans quelle étagère? Voilà, en gros, c'est ça. Qui suis-je? Voilà la nomination de l'autre qui m'arrive. Ma mère dit que je suis toxico. Ben, ça tombe bien, ça va répondre à la question. Voilà, vous voyez, là je prends ce point, il faudrait beaucoup de temps pour développer ça. C'est pas que des histoires de mots. Hein? Et tout le travail, je l'ai vu pendant 4 ans, ce mec, tout le travail, sa question c'était, mais si je suis pas toxico, mais je suis quoi alors? Et là on avait rouvert la question. Pourquoi? Parce qu'à cette question, aucun d'entre nous ne peut répondre. Il n'y a pas de signifiant au monde qui puisse boucher cette question-là. Je suis fils de, fille de, etc., né tel jour, ce que vous voulez, mais aucun signifiant mobilisable dans la langue ne répond à l'énigme de l'être humain. Alors je crois que c'est ça qu'on doit ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Là, ça s'est fait comme ça, dans un rapport corps à corps, comme vous en avez décrit ce matin, Eric, ça peut se faire aussi autrement. Je pense du côté de l'esquive, par exemple. Hein? La question, c'est comment il y a quelque chose qui va se décaler, comment il va y avoir un bouger, comme on dit en photo. Là. Je pense à une histoire, j'ai fait beaucoup de supervision avec Françoise Dolto, j'ai beaucoup appris de cette grande dame qui était une clinicienne, bon, un peu chiante parce qu'elle venait de la grande bourgeoisie, mais clinicienne étonnante, pleine d'inventions, qui ne se formalisait pas ni par des protocoles, ni par des choses toutes prêtes, qui était dans l'invention permanente. Et alors un jour, j'étais éducateur à ce moment-là, au centre psychothérapique de Saint-Simon à Toulouse, et on travaillait autour de l'histoire d'un gamin, il y avait le mot handicap, handicapé qui revenait, qui nous semblait décrire la nature de ce gamin. Et la mère Dolto, ça faisait une bonne demi-heure qu'elle nous écoutait, et tout d'un coup, elle tape du poing, elle dit, le sujet n'est pas handicapé. Et ça, vous voyez, Eric, si vous mettez ça aux commandes, je vous garantis que ça a un certain effet. Le sujet n'est pas délinquant, n'est pas handicapé, n'est pas un homme, n'est pas une femme, n'est pas un vieux, n'est pas un jeune. Ah merde, c'est quoi alors? Ah, énigme vivante de l'être humain. Dolto disait, le sujet est potentialité d'être. Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai, pour dire ce que j'ai au fond des tripes, ce que je ressens, ce que je pense, je passe par, finalement, la communauté qu'on a entre nous, c'est-à-dire des mots qui nous sont communs. Hein? Je ferai dans les mots quelque chose qui est assez unique, finalement. Mais pour répondre à la question quel est le vrai du vrai Roussel, je ne pourrais jamais répondre, et vous non plus. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour moi, c'est vraiment le point de départ. C'est comme aux échecs. Il ne faut pas se louper. Hein. La première pièce que vous bougez, ça entame tout le reste du jeu. Alors, ce qu'on aimerait bien, mais ça nous rend malade, on aimerait programmer. On aimerait savoir comment il faut faire quand on rencontre un jeune. Alors donnez-moi le protocole. C'est ça les histoires de bientraitance. Mais on ne les a pas et on ne les aura jamais. Moi, je crois qu'il faut partir de ça, du fait que
c'est des métiers qui demandent une invention permanente, finalement. Ouais, je ne sais pas comment vous le piffez les uns les autres, mais... Hein, la créativité, ouais. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour réduire les travailleurs sociaux à l'état garde chiourme, parce que c'est en train de tourner comme ça aujourd'hui, hein, avec des retours dans la psychiatrie, dans la justice, du côté de l'enfermement. Moi, j'ai écrit à Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, vous savez, il voulait monter des CEF. Bon. Moi, je ne crois pas que ce soit en enfermant des mômes qu'on puisse arriver à quelque chose. On a déjà donné, puis il y a de l'histoire derrière, les colonies pénitentiaires, etc. Bon, on sait ce que ça a produit quand même. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, hein, je ne vois pas tellement l'intérêt. Il me semble que ce que cherchent les plus jeunes, c'est quelqu'un à qui parler. C'est ça la question de la clinique. Quelqu'un à qui parler. Monsieur Muller nous racontait, c'était très touchant, une histoire de sa vie. Comment, un jour, il a rencontré quelqu'un. Hein. Il appelle ça un tuteur. Bon, les tuteurs, je les mets à mes tomates, mais bon, peu importe le vocabulaire. Mais il a rencontré quelqu'un et sa vie n'était plus la même. Et ben, je crois que c'est ça qui modifie la trajectoire d'un sujet. Et il n'y a pas, évidemment, on n'aura jamais la recette, le truc, le bidule qui ferait qu'on va être bien dedans. Ça marche pas, on ne sait pas. Est-ce que ça répond un petit peu, Eric? Bah oui, mais si vous me donnez 2-3 jours, moi je veux bien vous développer complètement cette question. Je ne peux pas aller tellement plus loin. Mais c'est quand même le point de départ, cette accroche entre deux êtres humains. Je pense que si on loupe ça, c'est quand même pas par hasard dans tous les protocoles de bientraitance cette question de l'appareil d'un et pour cause. Ça rentre pas dans les grilles. Voilà. On est dans des boulots qui rentrent pas dans les grilles. Je crois qu'il faut se dire ça. Et chaque fois qu'on essaye de remplir des grilles, ben on est grillé. Bon, moi je suis un peu sauvage, mais moi j'en ai marre de ces histoires. Hein. Je pense que si on jette tout ça à la poubelle, on gagnera beaucoup de temps. Et puis intéressons-nous aux vraies questions. Il y a eu une enquête aux États-Unis il y a 5-6 ans sur le temps que passaient les soignants dans les hôpitaux à remplir les feuilles de protocole. Vous savez ce que ça donne? 10% du temps. 10% du temps qui n'est pas utilisé auprès des malades. Et puis alors, plus vous ajoutez les protocoles, et plus on va bouffer du temps avec ça. Si on pouvait se passer des malades, ou des délinquants, ou des usagers, parce qu'ils nous emmerdent après tout. Hein, on est bien entre nous. On va arriver à ça bientôt. Il y a des bombes comme ça, d'ailleurs, dont on ne veut plus nulle part. Moi, je suis content d'entendre de Eric qui dit « Mon bonhomme, tu rentres ici, mais on ne te jettera pas. Tu resteras. » Ça, c'est un peu nouveau, je trouve, comme ton. Qui c'est qui veut causer? Alors, qui c'est qui veut causer? Personne ne veut causer. Donc, je vais demander à Madame Pallier et à Monsieur Rombou s'ils veulent bien nous rejoindre pour l'exercice de... pas de conclusion, puisqu'on ne va pas conclure, mais l'exercice de clôture. Passez par là. C'est un pas de conclusion comme dans la danse. C'est un pas de conclusion comme dans la danse. Voilà. Pas de deux. Oui, c'est le pas de conclusion. Ouais, c'est le pas de conclusion. Bonjour à tous. Comme l'a dit Madame Longueville, je ne vais pas conclure le débat. Je crois que ce serait difficile compte tenu du sujet. La bientraitance est une notion assez complexe à définir dans son contenu, qui pose beaucoup de questions. Je crois que l'enjeu, c'est de dépasser le stade du discours, de l'intention généreuse, sans tomber pour autant dans la batterie d'indicateurs, de référentiels, l'excès des démarches de qualité. Et du coup, qu'en fait-on de cette notion-là? Alors à chacun, à l'issue de ces journées, de construire sa propre réponse. Moi, il y a une notion de la bientraitance que je trouve assez séduisante, qui est celle de Catherine Séné, qui considère que la bientraitance est une illusion nécessaire, qui nous pousse à plus de vigilance et à une amélioration continue de nos pratiques. Et je crois que c'est ça l'utilité, la première utilité de la notion de bientraitance. C'est nous interpeller, nous remettre en cause en tant que professionnels, en tant que collectif, en tant qu'institution, interroger nos modes de fonctionnement, nos pratiques, et nous demander
en essayant de protéger, est-ce que parfois on ne contribue pas, sous une forme ou sous une autre, à une forme de maltraitance? Je crois que chacun d'entre nous s'est posé la question. Il n'est pas simple d'y répondre, mais je pense que ce questionnement-là, il est sain, dès lors qu'il ne débouche pas sur un frein à l'action, dès lors qu'il ne nous paralyse pas par peur de mal faire. Et c'est pour ça que je crois que la bientraitance doit rester un principe d'action et doit être une source de questionnement et de solutions créatives, comme l'a dit Madame Cazenave hier. Je crois que l'idée, c'est de réfléchir ensemble à ce qu'on peut mettre en place pour être le plus respectueux de la personne, de ses choix, de sa dignité. Et de ce point de vue-là, moi j'observe que, encore une fois, les uns et les autres, on a posé des jalons. Alors hier, on a parlé des projets d'établissement, des projets de service. Effectivement, souvent, ils interpellent directement la relation au public, le sens de l'accompagnement. Je pense également à la concertation entre partenaires. On sait aujourd'hui qu'autour d'un enfant, d'une famille, il y a souvent un grand nombre d'acteurs autour de la table. Et à nous de nous assurer qu'on articule bien nos interventions, de façon à ce que cette pluralité-là, elle soit bien une source d'enrichissement pour l'accompagnement, de plus-value, ce qui veut dire parfois dépasser nos divergences de point de vue, dépasser les positionnements institutionnels aussi. Et de ce point de vue-là, j'adhère totalement à la vision du projet pour l'enfant qui a été exprimé ce matin dans un atelier. Je crois que le projet pour l'enfant, au-delà d'un outil, c'est un projet politique. L'idée, c'est bien de porter une vision de l'accompagnement qui est globale, qui est concertée et qui n'est pas segmentée. Je crois que l'enjeu, c'est de définir ce projet-là à partir des besoins de la personne et non pas à partir de ce que chaque institution est disposée à bien vouloir lui offrir. Un autre jalon, à mon sens, dans cette recherche de la bientraitance, c'est tout simplement le fait d'un moment de revenir sur une solution, sur la gestion d'une situation de façon modeste, avec le recul tout simplement, de débriefer à froid et de se dire on a géré telle situation de cette manière-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire différemment, quels sont les enseignements qu'on en tire, et pour l'avenir, si un cas similaire se présentait, qu'est-ce qu'on en ferait? Donc je crois qu'il y a un certain nombre de démarches que l'on engage les uns et les autres et qui contribuent à une forme de bientraitance. Alors j'espère qu'on pourra continuer cette réflexion-là dans le cadre du schéma de protection de l'enfance à travers de différents sujets comme le projet pour l'enfant, le développement de la prévention. Et puis j'espère aussi qu'on aura l'occasion d'avoir à nouveau ce type d'échange dans le cadre des journées professionnelles de l'année prochaine, autour d'autres thèmes parce qu'il n'en manque pas. Et j'en finirai par à nouveau remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ces journées, la ville de Melle bien sûr qui nous a accueillis, les membres du collectif RAMP, l'ensemble des intervenants, l'IRTS et puis tous les agents du Conseil général qui ont été mobilisés sur cette manifestation. Merci. Je vous passe la parole et je vous laisse vous présenter, je vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour à vous, je suis Thierry Rombou, président du comité français de secours aux enfants et je vais prendre la parole au nom du collectif RAMP pour terminer cet après-midi. Bien entendu, je me sens tout à fait incapable de parler de la bientraitance puisqu'en fait on arrive au terme d'un colloque où de nombreux spécialistes ont pu en parler. Je me sens bien incapable de le faire. Et puis conclure sur ce mot, je pense que c'est pas possible, comme vient de le dire Mme Pallier. C'est un sujet qui est ouvert, un dossier qui est ouvert, un sujet qui est ouvert, qui est inépuisable. Et je crois que c'est un des intervenants des jours précédents qui disait c'est l'effet d'une résonance de l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qu'on fait et qui ne se voit pas et qui est au bénéfice des personnes que l'on sert. Alors pour autant, on peut quand même constater que ce colloque qui a été organisé, qui est une 3e édition, a été comme une salle de gym de la bientraitance. Et une salle de gym, on peut en faire plusieurs constats. Le premier constat, c'est d'abord vous, c'est nous, c'est le fait de nous être bien traités pendant plusieurs jours, enfin 2 jours là, ici. Quand on fait attention, on se rend compte que c'est quand même 1/4 des acteurs du département qui sont mobilisés autour de la protection de l'enfance qui réussissent à se réunir.
je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de départements qui soient capables de faire ça. Et je pense que d'avoir pris cette décision, association par association, conseil général, devoir se réunir pour une communication positive, c'est-à-dire qu'on n'est pas réunis pour lutter contre quelque chose, on est réunis pour un bien. Alors vous parliez tout à l'heure de bien souverain dont parle Aristote. Notre bien souverain, c'est peut-être d'être bien traitant par rapport aux enfants, et on a voulu le faire pendant une journée. Donc ça, c'est un premier constat, c'est notre salle de gym à nous. Et bravo à nous de l'avoir fait. Deuxième constat, c'est un atelier tout particulier qui a eu lieu, dont j'ai été témoin ce midi, des jeunes du Comité français de secours aux enfants qui ont été là dans le cadre du restaurant Agapé, donc c'est un restaurant apprenant, un lieu où on apprend en même temps qu'on se forme, parce que ils ont malheureusement connu des échecs successifs. Ils ont été sans doute victimes de maltraitance institutionnelle, puisqu'en fait rejetés de partout. Et vous avez, pendant ces 2 jours, été là à leur dire merci, à leur dire combien ils étaient bien à leur place. Enfin, je pense que vous avez été énormément bien traitant pour eux, et je vous remercie pour eux. Et puis le troisième constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a au moins 2 personnes qui ont été, 2 personnes et puis 2 institutions qui ont été bien traitants à notre égard, particulièrement. Et je voudrais citer donc Mme Longueville de l'IRTS et tout le travail qui a pu être fait, et vous me le disiez ce matin, c'est quand on est dans un collectif comme le nôtre, il y a beaucoup de particularités, il y a beaucoup de divergences de vues des fois, et puis vous avez été un peu le médiateur de la construction de ce colloque, donc merci à vous et à vos équipes d'avoir permis que cette 3e édition ait pu se faire. Et puis, on ne peut pas ne pas citer M. Velkebir, je ne sais pas où il est. Il est encore au service peut-être. Il est là, non? Il n'est pas là? En tous les cas, merci à lui d'avoir été la cheville ouvrière avec Ramp, mais d'avoir été l'acteur sans qui toutes ces journées n'auraient pas pu se réaliser. Donc en fait, un troisième constat de bien-traitance, et merci. Et puis enfin, peut-être le collectif Ramp, qui est, à mon avis, une bien-traitance institutionnelle. On le disait là tout à l'heure, c'est pas évident de pouvoir, quand on est même unis pour une même cause, celle de la protection de l'enfance, eh bien réussir, entre associations, à pouvoir découvrir plutôt nos complémentarités que nos oppositions. Et depuis, alors M. Velkebir est là, on voulait vous remercier du fait de nous avoir bien traités pendant ces 2 jours. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et donc je disais, le collectif Ramp, alors on n'a pas beaucoup parlé puisqu'on était une résonance de l'ombre de ce colloque, il est depuis de nombreuses années la volonté d'administrateurs et de directeurs pour que la cause de la protection de l'enfance dans le département ait de la qualité et en tous les cas se mobilise autour des enfants à protéger. On faisait la remarque ce midi avec monsieur le maire, on disait bon, le collectif existe, il fonctionne, il est heureux de pouvoir travailler en partenariat avec le conseil général. C'est aussi pas toujours évident dans tous les départements de pouvoir travailler de cette manière-là, de manière concertée. Mais aujourd'hui, si on attend une 4e édition de ce type de journée où on va pouvoir se retrouver autour d'un thème, Madame Longueville me disait ce matin, on pourrait imaginer que ces journées aient un rayonnement un peu plus large, puisqu'on a été obligé de refuser du monde au colloque, et pourquoi pas envisager des assises régionales l'année prochaine, où on invite plus de personnes, puisque des personnes d'autres départements nous ont demandé à venir participer. Donc ça pourrait être aussi pour Ramp une orientation. Et autre orientation, c'est un peu vers le conseil général que je me tourne, c'est de dire, nous avons pendant plusieurs années travaillé à vos côtés, travaillé avec vous sur la protection de l'enfance, et on est à
à l'aube enfin, du schéma départemental, et on souhaiterait être avec vous un des acteurs privilégiés de ce schéma. Alors, par toute forme de choses, elles sont à inventer, mais je pense qu'on arrive à un tournant de la protection sociale, où on n'envisage pas automatiquement la protection de l'enfance de la même manière, parce qu'on a eu des successions de lois, on a eu la loi 2002 qui nous a fait mettre l'usager au cœur, on a eu la loi 2007 qui nous disait mais l'usager c'est qui? C'est l'enfant, mais c'est aussi sa famille, et donc en fait on s'est trouvé plus ou moins dépourvu dans les institutions à trouver les modalités en interne à répondre aux besoins des usagers, à la fois enfants et parents, et on a été contraints, et heureusement, à travailler plutôt sur des dispositifs ouverts, et le RAN est un de ces dispositifs qui a été sans doute un peu précurseur, puisqu'en fait on s'était mobilisé avant la loi de 2007. Et aujourd'hui, je pense que les portes sont ouvertes pour que peut-être dans le schéma départemental, eh bien, cette possibilité, et le représentant de la direction enfance-famille de l'Ardèche ce matin le disait, il disait en fait, chez nous, nous avons pu aller de la protection de l'enfance à la prévention en gardant nos structures de protection et en ouvrant nos structures de protection à de nouvelles, comment dire, pas prestations, mais formes d'approche. Et on se faisait la remarque entre présidents là ce matin en se disant, mais nous aussi, nos administrateurs, ils ont besoin d'être plus engagés, d'être plus, comment dire, proches de ce qu'on pourrait faire de nouveau. Et on est ouvert, et on vous le dit là vraiment assez officiellement aujourd'hui, pour que dans le schéma départemental, on puisse, tous réunis, être des acteurs vraiment présents. Et je pense que ce sera de la bientraitance institutionnelle que d'agir ainsi. RAN, bien sûr, est un partenaire privilégié du Conseil général et vous serez bien sûr associé au cœur du schéma de protection de l'enfance, mais vous n'êtes pas non plus le seul partenaire et on a effectivement des partenariats à travailler avec notamment le monde du soin, la pédopsychiatrie, je pense que je ne surprendrai personne dans la salle, l'éducation nationale, la protection de l'enfance, c'est effectivement tout un réseau d'acteurs et voilà, il nous appartient aussi d'associer tous ces mondes-là et de les réunir autour du projet de l'enfant. Mais oui, bien sûr, et quant à la diversification des modes d'accompagnement, développer l'accueil de jour, développer d'autres modes d'intervention, oui, là je pense qu'effectivement c'est des pistes qu'il faut qu'on explore dans le cadre du schéma. On commence déjà à y réfléchir. Merci pour ces mots très optimistes pour l'avenir du schéma. Je vais laisser le mot de la fin au régional de l'État, comme on dit en langage linguistique, et qui va donner son témoignage. On ne l'a jamais vu pratiquement dans la salle, cet homme-là. Il arrive seulement maintenant. Donc on va lui demander ce qu'il a pensé des journées professionnelles de la protection de l'enfance. Merci. D'abord, je tenais à remercier d'abord tout ce public qui est venu et qui a participé d'une manière très, très sérieuse à ces 2 journées. Je tenais aussi à remercier Olivier Chéniaud, qui a été le technicien qui était là à 7 h du matin pendant ces 2 jours et qui nous a bien aidé et rendu service pour le bon fonctionnement de l'organisation de ces 2 journées. Et j'en profite puisque l'adjointe à la mairie de Melle doit être parmi nous, j'ai du mal à la voir, mais remercier aussi la ville de Melle donc d'avoir bien à notre disposition ces salles, un technicien, et donc pour que ces 2 jours se passent d'une manière la plus agréable, en espérant que... Et le libraire, oui, c'est vrai qu'il y a Gérard Delon qui est passé ces 2 jours et qui est encore là, je crois, pour vous accueillir s'il y a des livres qui vous intéressent. Merci à tous et j'espère l'année prochaine, dans une autre région, un autre lieu du département. Merci et à la prochaine.